On vous retrouve ce soir pour un live concernant le PVT en Nouvelle-Zélande. On va répondre aux principales questions que vous vous posez sur cette destination PVT. On a quelques questions auxquelles on doit d'ores et déjà répondre et ensuite vous pourrez poser en commentaire vos questions du soir et on essaiera au maximum d'y répondre, Marie et moi. Donc avant de commencer, je me présente en 2 mots. Je m'appelle Julie, je suis cofondatrice de pvtis.net et j'ai fait 2 PVT. Alors vous allez me dire, très hors sujet, Canada et Australie, mais j'ai vécu pendant 3 mois en Nouvelle-Zélande il y a 2 ans. Donc, j'ai quand même des informations pour vous. Et toi, Marie, c'est mieux que moi? Alors, moi, je m'appelle Marie et moi, j'ai fait un PVT en Nouvelle-Zélande en 2011-2012. J'y suis restée 9 mois. J'ai vécu essentiellement à Auckland et j'ai aussi voyagé pendant 2 mois et demi, 3 mois, je crois, après avoir travaillé pendant quelques mois. Voilà. Super. Eh bien, parfait. Donc, en attendant vos premières questions, on va commencer par les questions d'ordre général qui nous ont été posées. Marie, si tu veux commencer sur comment faire la demande de visa vacances-travail pour la Nouvelle-Zélande, je t'en prie. Alors, la demande de visa vacances-travail pour la Nouvelle-Zélande, elle s'effectue en temps normal sur le site des autorités néo-zélandaises, sur le site de l'immigration néo-zélandaise. Vous faites votre demande, c'est assez simple. Ça prend, en général, ça va vous prendre 1 heure au maximum. Vous allez devoir remplir un certain nombre d'informations. Vous aurez besoin de vos informations de passeport. Vous aurez besoin de rien d'autre, en fait. Et vous allez remplir des informations. Alors, attendez 2 secondes. Donc effectivement, Marie disait en temps normal, c'est parce que actuellement donc les demandes sont suspendues depuis le 10 août. On espérait que ça rouvre comme prévu le 10 novembre. Malheureusement, depuis le 10 novembre, il n'y a toujours pas la possibilité de demander un PVT pour la Nouvelle-Zélande, sauf pour les personnes qui sont actuellement en Nouvelle-Zélande. Pour ceux qui sont actuellement en France, en Belgique, au Canada ou ailleurs, malheureusement, les demandes n'ont pas repris. J'imagine que le pays pensait que sous 3 mois, les choses allaient s'arranger, mais ça n'a pas été le cas. Donc, en tout cas, si pour le moment vous voulez en demander un, c'est pas possible. Mais en temps normal, ça se passe sur le site je vais le dire à l'anglaise, immigration.gov.nz. Et donc, c'est une demande de visa qui se passe sur Internet en anglais. Le visa coûte 280 $ néo-zélandais, ce qui fait environ, j'ai regardé tout à l'heure, 162 €. Et la demande donc s'effectue tout en anglais, mais si vous avez du mal, on a un tutoriel sur PVTist avec des captures d'écran et on aborde un petit peu toutes les petites difficultés peut-être que vous auriez pu rencontrer pendant votre demande. Et en sachant que votre passeport doit être valide pendant au moins 15 mois au moment alors aussi bien, si je dis pas de bêtises, aussi bien au moment de demander le visa que de partir en Nouvelle-Zélande. C'est la règle en fait. Donc si vous voyez là que vous avez un passeport qui expire dans 18 mois et que vous pensez demander un PVT pour la Nouvelle-Zélande dans 6 mois, ça peut valoir le coup là de profiter un petit peu de cette période de rien pour faire une demande de nouveau passeport. Comme ça, quand ce sera possible de demander un visa, vous aurez le passeport qui vous permet de le faire. Voilà. Tout à fait. Dans les choses à faire, auxquelles vous devez faire attention quand vous faites une demande de PVT Nouvelle-Zélande, c'est l'utilisation des accents spéciaux. Par exemple, vous vous appelez François, vous vous appelez Chloé. Dans vos prénoms, il y a des lettres spéciales françaises, le CCD, enfin française et dans d'autres pays, mais voilà, française, le CCD et le et par exemple. Et ces caractères spéciaux ne sont pas connus par les autorités. Donc par exemple, si vous appelez Chloé, quand vous écrirez Chloé sur le formulaire de demande, vous mettrez un E, vous mettrez pas un E accent aigu, vous mettrez juste un E. Pareil pour François, vous mettrez pas un CCD, vous mettrez juste un C. C'est juste le petit truc auquel il faut faire attention. C'est le principal motif d'erreur parce que sinon vous allez vous appeler Clo ou Franrois. Voilà. Effectivement. Sinon, en termes de délai, normalement, c'est quelques jours pour obtenir votre visa. On n'est pas du tout sûr que quand ça reprendra, les délais seront de quelques jours, parce qu'il est possible que tous ceux qui auront attendu pendant des mois et des mois d'en demander un, peut-être qu'ils vont faire la demande en même temps que vous. Donc, ça pourrait être des délais un petit peu plus longs. Je précise ça pour le cas où des gens réserveraient spontanément un billet d'avion dans la foulée de leur demande de visa. Ça vaut le coup quand même d'attendre de voir quels sont les délais de traitement quand ça reprendra. En tout cas, sachez que si vous avez bientôt 31 ans, au moment où les demandes de visa sont de nouveau faisables, c'est bien la date de la demande qui compte et non la date d'obtention. Ça pourrait bien prendre 3 mois pour que vous obteniez votre visa, il n'y a pas de souci. Voilà. Faites attention dans ce cas-là au décalage horaire. Ouais. On a déjà eu des PVTistes qui ont raté parce qu'ils ont demandé leur PVT, par exemple, ils fêtaient leur anniversaire le 8 décembre. Ils ont demandé leur PVT dans la soirée du 7 décembre.
Et en fait, à cause du décalage horaire, la Nouvelle-Zélande est en avance sur nous. Et donc, pour eux, le soir du 7 décembre, pour la Nouvelle-Zélande, ça voulait dire le matin du 8 décembre. Donc, Ouais, exactement. vous étiez déjà trop âgés, quoi. Donc voilà, faites attention à ça aussi. Effectivement. Quelqu'un demande quand partir en Nouvelle-Zélande. Alors ça, je dirais que ça dépend. Enfin, Marie, tu pourras me contredire. Je m'étais noté, ça dépend de la météo que vous voulez trouver quand vous arrivez, parce qu'en réalité, vous pouvez partir tout au long de l'année, en sachant que quand on obtient un visa vacances-travail, quand on n'est pas en période de Covid, on a 12 mois pour partir le valider. Je dis ça parce que pour le moment, c'est un gros flou. Je vois qu'il y a des questions là-dessus. On va y revenir après. Vous avez 12 mois pour partir le valider. Donc, vous pouvez partir en été, en hiver, peu importe. Et puis après, voilà, essayez de cibler. Si vous voulez, par exemple, fêter les fêtes de fin d'année avec vos proches avant de partir, vous partez au mois de janvier, par exemple, c'est le plein été là-bas. Alors qu'à l'inverse, il y en a qui préfèrent partir à la fin de notre été à nous pour directement commencer un nouvel été en Nouvelle-Zélande, passer le nouvel an et Noël au soleil. Voilà, ça c'est vraiment vous qui voyez quand vous avez envie de partir. Moi, je sais qu'il y avait beaucoup de gens parce qu'il y a quand même des périodes où il y a plus de gens qui partent. Et la période où il y a le plus de gens qui partent, c'est concrètement entre septembre et novembre. C'est la grosse période d'arrivée de nouvelles personnes. Moi, quand j'étais arrivée, c'était fin septembre et fin août. Et il y avait déjà pas mal de gens. Vas-y, vas-y. Et sinon, en gros, plein de gens font arriver vers septembre-octobre et repartent vers juin. Parce que c'est l'été ensuite, c'est l'hiver ensuite en Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est pas forcément une saison hyper agréable, notamment pour les gens qui vivent en extérieur, tout ça, parce qu'ils vivent dans des vannes ou des choses comme ça. Et donc, il y a pas mal de gens qui font ça. Par conséquent, quand vous arrivez vers mai, juin ou juillet en Nouvelle-Zélande, vous n'arrivez pas sur la meilleure période parce que c'est le début de l'hiver, etc. Mais c'est la période où il y a de bonnes opportunités si vous voulez acheter notamment un véhicule, un van, des choses comme ça. C'est la bonne période pour acheter un van. Alors que octobre-novembre, c'est la pire période. Voilà. C'est là où ça va être le plus cher. Après, c'est vrai que l'hiver en Nouvelle-Zélande, ça peut être un peu rude en termes de... Sauf si vous venez de faire un PVT au Canada ou en Russie, hein, ça devrait aller du coup. Mais malgré tout, c'est très beau. Je pense à l'île du Sud avec toutes les montagnes et les lacs, etc. C'est vrai que si vous êtes fan, un peu comme moi par exemple, des paysages enneigés, des lacs super beaux, etc. C'est vrai que c'est quand même hyper agréable. Par contre, c'est vrai que pour vivre en van, il fait froid. Par exemple, pas l'île du Sud en van pendant l'hiver, c'est un peu compliqué, quoi. Un peu raide. Donc, faut avoir un van de très bonne qualité avec un dispositif de chauffage, etc., quoi. C'est un niveau au-dessus. Ouais. Mais bon, ça reste jouable quand même de voyager en hiver, hein, mais c'est peut-être avoir un logement plus solide et plus avec des murs, quoi. Et du chauffage. Ouais, exactement. La prochaine question concerne le travail. Marie, comment trouver du boulot en Nouvelle-Zélande? C'est un vaste sujet, mais bon, on peut répondre. Alors, quand dis-tu? Est-ce que je dis moi mon expérience ou Ouais, tu peux. Alors, moi, j'ai cherché du travail en ville parce qu'il y a quand même une grosse différence entre ceux qui cherchent du travail plutôt à la campagne, dans les fermes ou ce genre de choses, ou dans des petites régions touristiques où il n'y a pas grand monde, et dans des grandes villes. J'avais fait ça, moi, j'avais cherché du travail à Auckland. Donc, c'est la capitale économique de la Nouvelle-Zélande. C'est là où il y a, en gros, un tiers de la population de tout le pays. Alors, il n'y a pas tant de monde que ça, hein, ça fait 1,5 million de personnes, je crois. Mais du coup, c'est quand même beaucoup, beaucoup de gens parce que les gens sont plutôt dans les villes. Et moi, j'avais cherché du travail en répondant à des CV, enfin à des annonces. J'avais déposé des CV dans des restaurants, dans des magasins, des choses comme ça. J'ai mis 3 semaines à trouver du travail et j'étais serveuse. J'avais de l'expérience dans le domaine, donc ça m'a quand même aidé, mais j'avais trouvé que c'était assez long. Mon copain, lui, il travaillait dans la vente et il travaillait dans la vente de vin avant de partir en Nouvelle-Zélande, et il est arrivé, il s'est dit tiens, je vais postuler aussi dans ce domaine-là, et lui pour le coup il a immédiatement trouvé, c'est-à-dire qu'il a déposé un CV et 3 jours après il commençait à travailler. Et ça c'était en ville. Ensuite en ferme ou des choses comme ça, c'est un petit peu différent. Si tu as peut-être toi plus de retours d'expérience là-dessus. Disons que je peux dire 2 choses, effectivement. Alors, petit 1, on vient de vous mettre en commentaire de la vidéo des liens de dossiers que Marie a rédigés. C'est plus facile si c'est moi qui dis qu'ils sont super bien, ça fait moins prétentieux. Il y en a 4. Trouver du travail en Nouvelle-Zélande.
de façon générale, si on veut travailler dans son domaine ou pas dans son domaine, s'il y a des professions qui sont réglementées, qui nécessitent de passer des sortes d'équivalence ou d'obtenir des licences, ce genre de choses. Le salaire minimum qui est fixé aujourd'hui à 18,90 $ de l'heure. Ce genre de choses, les salaires, tout ça, c'est dans ce dossier-là. Ensuite, on a un dossier sur le fruit picking et le travail saisonnier en Nouvelle-Zélande de façon générale, pour tout ce qui est cueillette, emballage de fruits, même travailler dans le ski, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et ensuite, encore 2 dossiers qui sont plus découpés. Tout ce qui est cueillette de fruits et légumes, tout ce qui est fruit picking dans l'île du Sud et tout ce qui est fruit picking dans l'île du Nord. Et c'est vrai que c'est pas mal. Moi, quand j'y étais il y a 2 ans, je voyageais avec des PVTistes et en fait, ils cherchaient souvent à trouver les premiers boulots qui passaient. Et j'avais regardé justement par rapport au dossier de Marie tout ce qui était avocat, kiwi, et ça correspondait bien en fait. Donc vous avez dans ces dossiers-là, vous avez des zones géographiques à des périodes données où vous avez tous les ans du boulot. Donc je pense que ça peut être une bonne idée pour vous, sans préparer au millimètre toute votre expérience de PVT en Nouvelle-Zélande, de noter un peu les périodes. Genre bon là, on sera peut-être fauché, faudra bosser et dans cette zone-là il y a telle et telle entreprise qui recrute beaucoup, peut-être prévoir de les appeler à partir de telle date. Ça peut être des alertes intéressantes, je pense. Voilà, surtout qu'ils recrutent tout le monde. Enfin, le premier qui vient, il est embauché, quoi, hein, pour le ramassage ou l'emballage. Ouais. Alors par contre, tu disais, là, on risque d'être fauché à ce moment-là, il faudra trouver du travail. Dans tous les cas, moi, je recommande toujours de pas attendre d'être fauché pour chercher du travail. Effectivement, c'est plus si quelqu'un effectivement se dit bon bah là on va voyager 3 ou 4 semaines, prévoir dans la foulée une période de travail ou quelque chose comme ça pourrait être pertinent. Donc c'est ça. Après évidemment vous pouvez déposer des CV, répondre à des annonces. Et puis moi je me souviens quand c'était une ville qui s'appelait Katikati, pas très loin de Tauranga, dans l'île du Nord, et dans l'auberge de jeunesse où on vivait, bah il y avait des annonces en fait pour les jeunes qui passaient là, pour les kiwis et les avocats. Donc voilà. Typiquement, il y a des offres un peu partout. Alors, il y a des offres, le principal site d'annonce, enfin non, pas le principal site d'annonce d'emploi, mais il y a un site de petites annonces en Nouvelle-Zélande qui s'appelle Trade Me, où vous pourrez trouver des annonces pour du travail. Il y a aussi des groupes Facebook, il y a des sites comme Backpackers Job Board ou des choses comme ça. Alors, oui. J'ai du ambiance, Marie, c'est pas grave. Non, Trade Me. Est-ce que tu conseilles SIC aussi? SIC, c'est peut-être plus du boulot qualifié, entre guillemets. C'est ça, c'est plus du boulot qualifié. Trade Me, ça a l'avantage d'être plus, par exemple, pour des petits employeurs ou des choses comme ça. Et il faut savoir qu'il y a, ce sont essentiellement des petites entreprises en Nouvelle-Zélande. Il y a souvent, dans les entreprises, c'est souvent moins de 10 salariés le plus souvent. Donc du coup, sur site, ils vont pas toujours postuler. Enfin, ils vont pas toujours poster des annonces. Sauf peut-être dans la construction, où ils peuvent quand même poster des annonces, il me semble. Ouais. D'ailleurs, vous cherchez dans la construction, dans les villes, je voyais des annonces partout, dans toutes les auberges de jeunesse, même, vraiment partout. Il y a du travail là-dedans. Après, il faut voir si votre métier est réglementé. C'est toujours la même chose. Hein. Si vous êtes électricien, par exemple, vous avez de grandes chances, quel que soit le pays où vous vous rendez pour travailler, que vous ayez besoin de passer des équivalences. Par contre, après, pour le reste, moi, j'avais un copain qui était, alors, je me rappelle plus exactement son métier, je sais plus si c'était couvreur ou je sais plus. Bon, il y a vraiment du boulot là-dedans, c'est plutôt bien payé. Le rythme est plutôt doux, à ce qu'il m'a dit. En Nouvelle-Zélande, c'est un peu pépère dans tout ça, donc voilà. Voilà un petit peu les informations pour le travail. Moi, j'avais un de mes colocs. Alors, c'est bien, j'avais plein de colocs, donc du coup, j'avais plein de gens qui avaient des expériences différentes. Un de mes colocs, lui, était cordiste. Donc, c'est un travail sur corde. C'est, par exemple, nettoyer les vitres d'un building, mais en étant en rappel et tenu par une corde et nettoyer des vitres, par exemple. Et il gagnait très, très bien sa vie. En gros, concrètement, il gagnait le double de nous. Enfin, moi, j'étais au salaire minimum, mon copain aussi, et lui, il gagnait le double. C'est-à-dire que pour 1 heure de travail, nous, il y avait, ça équivalait à nous 2 heures de taf. Donc, il se portait plutôt pas mal. Les cordistes, c'est bien payé, hein. C'est vrai. Mais il avait fait des formations avant, hein. C'est pas juste, oh, je vais faire cordiste. Non, il avait découvert le métier en Australie, il était revenu en France faire sa formation et il était allé en Nouvelle-Zélande une fois qu'il avait fini sa formation et qu'il avait validé tout ce qu'il avait à valider. Ouais. C'est une bonne idée, ça, pour le coup. Ouais.
Combien d'économies on doit avoir pour un PVT en Nouvelle-Zélande? Alors, au moment de demander le visa, il n'y a pas d'économie à prouver. C'est pas comme, par exemple, pour le Japon ou la Corée, pour les PVT Japon et Corée. Par contre, quand on arrive sur le territoire néo-zélandais, on est censé avoir au moins 4200 dollars néo-zélandais, ce qui fait aujourd'hui 2437 euros. Honnêtement, les vérifications à l'arrivée en Nouvelle-Zélande, il y a peut-être une personne sur 200 000. C'est une statistique sortie de mon chapeau. Mais c'est pour vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont contrôlés. Mais si vous n'avez pas de chance, le contrôle tombe sur vous, donc ayez bien quand même une preuve de ces économies très récentes, de quelques jours avant. Et puis évidemment, ces économies sont indispensables pour subvenir à vos besoins quand vous allez arriver, et puis pour vivre votre PVT au moins les premières semaines. C'est-à-dire que si vous voulez acheter un van, par exemple, il va vous falloir de l'argent, prendre une colocation, payer votre transport, votre nourriture, etc. Ces économies ont de l'importance. Et ensuite, elles sont à fixer en fonction de votre projet. Je parlais du fait d'acheter un van. Avec 4200 dollars, si vous êtes tout seul et que vous achetez un van, si c'est un bon van, vous pourriez tout mettre dedans, à peu près. C'est souvent un peu moins cher quand même. Ça dépend de la période de l'année. Mais voilà, faut fixer votre budget en fonction de ce que vous allez faire sur place. Si vous achetez un véhicule, il faut prévoir plus que 4200 dollars. Ouais, clairement. Moi, je trouve ça pas énorme en vrai. Quand là, je revoyais en euros, je trouve ça pas, je trouve ça pas fou au niveau économie, quoi. Bien sûr. Plus, je dis. Quand on dit 2437 euros, c'est en plus, une fois que vous avez payé votre billet d'avion et votre assurance PVT, bien sûr. Mais c'est vrai que si vous pouvez avoir au moins 3000 euros, c'est pas du luxe. D'autant que là, quand vous pourrez partir, il y aura sans doute, comme partout, la crise qui va se faire ressentir. Peut-être que beaucoup de PVTistes vont arriver en même temps et qu'il y aura un peu de concurrence, etc. Donc, je pense qu'encore plus, à partir de maintenant, on va vous recommander d'avoir un peu plus d'argent sur votre compte. Donc voilà, on a un dossier sur PVTistes qui s'appelle le coût de la vie en Nouvelle-Zélande, qui peut vous permettre peut-être de commencer à établir votre budget en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, le prix de l'essence, le prix des véhicules, les prix des bus ou des ferries si vous voulez voyager en transport en commun. Donc, n'hésitez pas à consulter ce dossier-là également. Alors, la prochaine question pour toi, Marie. Combien de temps on peut travailler pour un même employeur en Nouvelle-Zélande? Alors, il n'y a pas de limite pour travailler pour un même employeur en Nouvelle-Zélande pour les Français et pour les Belges. C'est-à-dire que vous pourriez tout à fait travailler pendant 12 mois pour un employeur néo-zélandais, il n'y a pas de problème. Oui. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pas le droit, les autorités néo-zélandaises vous interdisent d'occuper un emploi permanent, c'est-à-dire un contrat permanent. Il faudra faire soit un contrat à durée déterminée, peut-être de 12 mois, soit un contrat casual, donc c'est en temporaire, pour pouvoir travailler. Il faut savoir aussi que c'est pas le cas de toutes les nationalités. Certaines nationalités sont limitées avec un même employeur. Par exemple, c'est 3 mois ou 6 mois pour certaines nationalités. Ce que je veux dire par là, c'est que il pourrait arriver que des employeurs vous disent ah oui mais vous n'avez pas le droit de travailler plus de 3 mois ou ah mais oui mais vous n'avez pas le droit de travailler plus de 6 mois parce que vous avez un PVT. Il faut bien leur expliquer que ce n'est pas le cas, que peut-être ils ont déjà rencontré des gens qui étaient dans cette situation-là parce qu'ils étaient de nationalité par exemple italienne, mais les Français ne sont pas concernés par ces limites d'emploi, enfin de mois avec un même employeur. C'est juste vous n'avez pas le droit de prendre un emploi permanent en principe. Et par contre, vous êtes libre de tout à fait faire 12 mois de travail avec la même entreprise. Moi, quand j'ai travaillé là-bas, j'ai travaillé 7 mois pour la même entreprise. Voilà. Et donc, tu disais les Français, il y a également les Belges, tu l'as dit, et j'ai regardé tout à l'heure, si jamais il y a des PVTistes canadiens qui nous regardent, vous aussi en Nouvelle-Zélande, vous n'avez pas de limite avec le même employeur. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site dont je parlais tout à l'heure, immigration.gov.nz, vous avez une page consacrée au Working Holiday Visa pour chaque nationalité. Et c'est sur cette page que vous voyez que pour nous, c'est interdiction de prendre un job permanent et que pour d'autres pays, effectivement, il y a marqué 3 mois ou 6 mois maximum. Vous n'êtes pas concerné, faites attention. Si un employeur est pas bien au courant, vous pouvez lui montrer cette page en lui disant moi je ne l'ai pas regardé. Ok, les Estoniens ou les Italiens ou les Argentins, il y en a plusieurs. Eux ils ont ça, mais moi je l'ai pas. Voilà, c'est pas à côté d'une opportunité, ce serait dommage. Tout à fait. Alors on nous demande si on envisage une arrivée en début d'été néo-zélandais, histoire de voyager pendant 2-3 mois. Vous conseillez plutôt d'arriver à Auckland ou à Christchurch? Est-ce que c'est mieux en termes de météo, d'affluence, de praticité, de voyager dans le sens nord-sud que sud-nord ou peu importe? 2 questions en une. Alors, où est-ce qu'on pense? Auckland ou Christchurch?
Alors concrètement, au début de l'été, il y a une bonne enfin au début de l'été, à partir du 20 décembre, en gros, il y a quand même une bonne partie parce que en temps normal, la majorité de la population vit sur l'île du Nord, à Auckland, à, Wellington notamment, mais en gros, la majorité du pays vit sur l'île du Nord et à partir du 20 décembre, tout le monde descend sur l'île du Sud ou presque, pour les vacances. Parce que c'est là où il y a la nature, un peu de plage, des choses comme ça et donc beaucoup de gens partent en vacances au sud. Donc partir, par exemple au début d'été néo-zélandais et arriver à Christchurch, vous aurez beaucoup de monde avec vous. Les prix seront peut-être un petit peu plus élevés, mais c'est aussi la meilleure période pour visiter l'île du Sud parce que le climat est quand même plus agréable à cette période de l'année que, vers, le mois de mars-avril, par exemple, où il fait un petit peu plus frais. C'est à vous de voir. Ça dépend un peu de vos projets. Là, c'était pour voyager. Bon, ça se tient quand même d'aller sur l'île du Sud, mais vous aurez du monde. C'est ça le seul, inconvénient, moi, je dirais. C'est ça, parce que moi je me souviens à un moment donné, j'étais dans l'île du Nord, plutôt dans le nord de l'île du Nord. On était, je pense, au mois d'avril, on avait 25, on vivait en débardeur short, enfin c'était la belle vie quoi. Et j'avais une copine dans le nord de l'île du Sud, à Nelson. Elle m'a dit ça y est, j'allume le chauffage quoi. Ah ouais? Donc c'est vrai il y a un décalage. Je sais pas si c'était 2018 qui était frisqué dans l'île du Sud, mais en tout cas effectivement c'est quelque chose à voir. Bon et puis après, malgré tout, même quand il y a du monde en Nouvelle-Zélande, j'ai jamais l'impression que c'est blindé comme peut-être ce qu'on peut connaître dans certains endroits, même chez nous en France, parce que c'est des plus petits pays, je sais pas. Hein. Mais Non, t'as raison, t'as raison. Oui, faut surtout pas croire que c'est l'affluence de la Méditerranée pendant l'été, non, pas du tout. En effet, on est sur une échelle néo-zélandaise, il y a moins de monde tout le temps, partout. Par contre, c'est par exemple, vous voulez faire des grandes randonnées ou des choses comme ça, les Great Walk. Si vous venez en été, il faudra peut-être réserver très en avance vos randonnées parce que certaines randonnées sont quand même réservées 6 mois à l'avance pendant la période. En particulier, concrètement, la période chaude, c'est entre le 20 décembre et le 20 janvier où là, il y a potentiellement, ça peut être plus compliqué parce qu'il y a un nombre de places limité sur les randos, ce genre de choses. Ça peut être la période un petit peu plus chaude, mais après, c'est vrai que ça va mieux quand même. Il y a moins de monde et vous pouvez réserver. Mais voilà, c'est juste à prendre en compte. Ensuite, il faut avoir conscience aussi quand même que la Nouvelle-Zélande, c'est un climat assez, comment on pourrait le décrire? Breton? Breton. J'allais dire breton, et puis après je me suis dit, mais c'est vache, en plus nous on est à Paris, on peut pas parler. Hein. Non, mais breton, mais moi, je trouve en fait, c'est breton mais positif, c'est-à-dire qu'il pleut et il fait beau dans la même journée. Alors que nous, à Paris, s'il pleut, le matin, bah, il y a moyen que le soir il pleuve encore et quoi. C'est vrai. C'est vrai que c'est changeant. En Nouvelle-Zélande, c'est d'ailleurs le petit challenge de faire son bagage pour un an de PVT. On a un dossier aussi là-dessus qui est pas tout récent, mais en tout cas les infos sont là. Il faut essayer de prévoir un peu pour toutes les températures ou pratiquer le magasin de seconde main, les magasins de la Croix-Rouge ou ce genre de choses sur place pour aller acheter des pulls vraiment pas chers ou des vêtements pas chers tout au long de l'année et puis aller les ramener après à l'association pour que ce soit revendu. Ça peut être une bonne technique pour pas partir avec 3 valises. Ce qui serait pas une très bonne idée pour le coup. Moi, quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, pour info, j'avais un pantalon de rando, un jean, 2 pulls et 2 t-shirts parce que j'étais en voyage auparavant, donc il fallait quand même que je limite au maximum mes affaires. Et bah justement, comme tu dis, moi j'ai acheté mes habits dans des magasins de seconde main, donc Salvation Army et Red Cross, et j'ai acheté bah voilà des t-shirts, des pulls, des jupes, etc. Et en repartant, exactement comme tu recommandes, bah j'ai redonné ces affaires comme ça. Ça m'avait pas coûté très cher à l'achat, ça m'a été super utile quand j'étais sur place et à la fin, bah je me suis dit que je faisais une bonne action. Ouais, parce que c'est vraiment du pas cher, pas cher. Hein. J'ai vraiment des souvenirs d'avoir acheté un short à 1 euro, un pantalon à 2 dollars, pardon, 1 dollar. J'ai rien vu à plus de 2 dollars, je crois, dans ce que j'ai acheté. Ça devait dépendre, je pense, de ce que vous voulez, mais ça peut être une bonne technique. Ah oui, pour info, alors je sais pas si depuis ça a changé, j'ose espérer que ça a changé depuis, mais si vous comptez travailler dans le service et que vous êtes une femme, emportez depuis la France des chemises blanches à manches longues. Voilà. J'ai oublié de regarder quand j'étais sur place. J'aurais tellement dû, parce que je t'ai souvent entendu donner ce conseil. J'étais traumatisée par ça. J'ai vraiment été traumatisée, mais je sais pas. J'espère que depuis ça s'est arrangé, quoi.
Mais c'était galère parce que les seules chemises que je trouvais à manches longues, c'était des chemises qui coûtaient 150 €. J'allais pas acheter ça. Ouais, Donc, du coup, je les achetais en magasin de seconde main. ouais, voilà, très bien. Ok, parfait. Ensuite, j'ai mon visa vacances-travail depuis mars dernier. On en sait davantage sur la réouverture des frontières ou la prolongation, perte potentielle du PVT. Non, non, on n'en sait pas plus. On sait surtout qu'ils n'ont pas du tout communiqué, mais Marie, moi tu m'entends souvent dire ça, je vais quand même en reparler. Mais t'as raison, t'as carrément raison. Je suis une éternelle optimiste. Et donc, du coup, on a vu dans la presse une petite phrase qui fait que je m'accroche à ça pour vous, en espérant que ce soit le cas. Le gouvernement a indiqué qu'il ne pouvait pas, pour le moment, envisager de vous donner une date de départ en Nouvelle-Zélande repoussée, du fait du Covid, tant que la frontière néo-zélandaise n'est pas rouverte. En fait, c'est ça qui a été dit, c'est cette phrase exactement. Ce qui sous-entendrait que quand les frontières vont ouvrir, peut-être qu'ils vont envisager de faire quelque chose pour que vous partiez plus de 12 mois après l'obtention de votre PVT. Mais ça, c'est pas du tout sûr. C'est-à-dire qu'ils ont donné cette phrase-là comme ça dans la presse, mais en fait, on veut pas vous promettre que ce sera possible. Après, il y a beaucoup de PVTistes quand même pour la Nouvelle-Zélande il y a eu une pétition de la part des gens qui étaient sur place, qui ont demandé une prolongation de leur visa. Il n'y a pas eu une prolongation du PVT. Enfin, au début, il y a eu une prolongation des PVT et ensuite, pour les gens en PVT, il y a eu l'obtention d'un visa qui s'appelle SSE pour rester plus longtemps. Donc, je sais pas du tout si c'est la pétition qui a mené la Nouvelle-Zélande à faire ça. Ce que je veux juste te dire, c'est qu'ils sont conscients qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans votre cas, puisque chaque année, il y a quand même 60 000 jeunes qui demandent le visa vacances-travail pour la Nouvelle-Zélande. Donc, on peut imaginer qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de jeunes aujourd'hui qui risquent de perdre leur visa. C'est possible. Ouais. Peut-être, c'est vrai qu'il y en a beaucoup généralement. Beaucoup étaient arrivés vers octobre-novembre, donc faut se dire qu'il y avait pas, enfin il y avait plusieurs milliers, ça c'est sûr, Ouais. et que ces gens-là ont pas pu rentrer et c'était pas de leur faute, c'était de la faute du Covid, qu'ils ont payé déjà pour leur visa, donc normalement, moi aussi j'ai espoir. Au moins ils vont prendre enfin ce qui est bien, moi je trouve, et dans l'annonce dont tu parlais, c'est que ils disaient on n'a pas pris de décision. Alors que normalement, leur règle de base, c'est vous rentrez pas dans les 12 mois, vous perdez votre PVT. Là, le fait qu'ils disent on n'a pas pris de décision, ça veut dire que toutes les portes ne sont pas fermées. Exactement. C'est ça. Donc on croise les doigts. Ouais, on croise les doigts, on surveille régulièrement et bien sûr, s'il y a de l'information, je le dis toujours, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement, pvtis.net Nouvelle-Zélande. Bien sûr, on l'annoncera dessus, ainsi que sur notre compte Instagram dès qu'on aura l'information. Si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais. Ouais. Une petite question de job encore pour toi, Marie. Petite question sur les jobs. Faut-il prospecter à l'avance des bars, auberges, entreprises en amont ou la plupart des offres se font directement sur place? Alors, la plupart des offres se font directement sur place. Là, pour le coup, alors, ça dépend des boîtes, mais par exemple, pour des bars, des auberges, pour de la vente ou des choses comme ça, il faut être sur place pour postuler parce que c'est souvent pour des annonces qui sont où les jobs sont immédiatement disponibles, ils ont immédiatement besoin de quelqu'un. Si vous leur dites, alors j'arrive dans 2 mois, je suis à 18 000 kilomètres, ils s'en fichent en fait. Ils veulent quelqu'un qui est là immédiatement. Donc du coup, pour ça, vous pouvez identifier éventuellement des restaurants qui peuvent vous intéresser au genre de choses-là, et ensuite aller postuler une fois que vous êtes sur place. Mais inutile de les contacter avant d'arriver. Pour le coup, pour ces entreprises-là, moi je sais par exemple, alors c'est pas pour la Nouvelle-Zélande, mais c'était pour Hong Kong. Mon copain travaille donc dans le vin, et il avait identifié justement des entreprises avant d'arriver. Il les avait pas contactées, mais par contre une fois qu'il est arrivé, il savait exactement quelle boîte aller voir, quelle boîte qui l'intéressait, aller voir directement dès son arrivée. Donc ça peut être une solution. Par exemple, si vous travaillez, je sais pas, vous bossez dans la restauration, vous avez fait une école d'hôtellerie, etc., vous y connaissez plutôt bien en service, vous avez de l'expérience, identifiez les restaurants ACUP qui demandent un niveau de compétence un petit peu plus élevé que un resto assez basique. Et comme ça, une fois que vous êtes sur place, vous avez identifié les boîtes où vous pouvez aller. Mais contacter les gens, non. Et pour les autres entreprises, pourquoi pas, mais je sais pas, ça dépend.
Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, moi je suis assez d'accord avec toi. En plus de ça, vous allez envoyer des CV avec une adresse et un numéro de téléphone français, belge, canadien. Donc tout de suite, le message, c'est je suis loin. Alors que potentiellement, pour un boulot dans la vente, dans la restauration, si l'annonce a été mise sur Internet ou en vitrine, l'employeur va avoir des gens qui vont venir directement donner le CV, des locaux, des PVTistes, tout ça. Donc du coup, vous risquez vraiment d'avoir aucune réponse. J'aurais dit que si vraiment, vraiment, vous voulez anticiper un peu, effectivement, faire ce que dit Marie, lister des entreprises que vous pourrez contacter en arrivant. Comme ça, quand vous arrivez, poif, lâchez de CV, ça peut toujours marcher. Mais sinon, éventuellement, 3 jours avant de partir, sur votre CV, vous mettez votre adresse d'auberge de jeunesse ou de Airbnb si vous voulez, mais vous aurez toujours pas de numéro local. Donc, un CV sans numéro de téléphone, je pense que c'est bizarre. Donc, ouais, je pense que ça sert à rien, peut-être attendre d'être sur place. Si vous êtes programmeur en informatique, pourquoi pas postuler avant. Mais tout ce qui est petit boulot, là, ce qui a été cité, auberge, bar, restaurant ou même magasin, attendez d'être sur place, ce sera plus pertinent. Pour info, alors on a un exemple, mais quand même, moi, ce qui m'avait marqué, c'était une PVTiste qui voulait partir en Nouvelle-Zélande, qui était architecte. Je me souviens, on l'avait rencontrée à une soirée. Je sais pas si tu te souviens, Julie. Ça me parle. Et en gros, elle avait dit, ouais, moi j'ai postulé avant, etc. Elle avait envoyé des CV. Et en fait, on va dire, c'est des coups de bol, mais concrètement, il y avait le boss du cabinet d'architecte auquel elle avait postulé qui venait en France pour des vacances. Mais genre 3 jours après avoir reçu le CV, et donc il a dit ah mais si vous voulez on se rencontre, etc. Et bah du coup il a pu la rencontrer, elle a pu passer un entretien et être embauchée, et elle partait pour être architecte, pour travailler dans un cabinet d'architecte, pas pour être architecte parce que je crois que c'est réglementé. Oui. Mais c'était trop cool. Mais c'était vraiment du hasard. Je pense que s'il n'avait pas prévu de venir en France, bah le fait qu'on soit super loin, ça peut quand même être un frein pour l'embauche d'un certain nombre d'employeurs, je dirais. Oui. Et un conseil qu'on peut peut-être donner, qu'on donne beaucoup pour le Canada, parce qu'on a remarqué que beaucoup de PVTistes cherchent des boulots plus qualifiés pendant le PVT Canada, mais ça peut être aussi le cas en Nouvelle-Zélande. N'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à avoir un compte sur le réseau LinkedIn, qui est très consulté par les employeurs anglophones, anglo-saxons. Et puis, n'hésitez pas à activer un peu votre réseau dessus, c'est-à-dire rajouter les gens avec qui vous avez travaillé, les gens que vous connaissez. N'hésitez pas à peut-être suivre des gens qui sont dans votre domaine, dans la ville dans laquelle vous allez vous rendre en Nouvelle-Zélande, aimez leurs publications, commentez-les. Peut-être si vous voyez qu'il y a une petite interaction entre vous, vous pouvez les ajouter comme contact, etc. Ça peut être quelque chose qui, à un moment donné, va vous permettre d'avoir des opportunités, surtout pour les emplois qualifiés, en sachant que on parle souvent de marché caché de l'emploi pour le Canada, mais il existe aussi pour la Nouvelle-Zélande. Si je dis pas de bêtises, dans notre dossier sur l'emploi en Nouvelle-Zélande, on a mis une vidéo qui parle du hidden market, justement. Ouais. C'est une vidéo néo-zélandaise qui montre que 70% des offres d'emploi ne sont pas diffusées. Elles sont beaucoup d'embauches, 70% des embauches environ, se font au réseau, en interne, etc. Donc vous voyez que 30% des offres. C'est pour ça que c'est important le réseau. Si vous êtes dans un domaine plutôt qualifié, il va falloir que vous vous battiez un petit peu, qu'on vous voit, que ce soit sur LinkedIn ou une fois sur place, via du volontariat, du bénévolat, du réseautage en tout genre, purement professionnel, ou même via de la danse, du sport, des activités en tout genre. Vous pouvez faire des rencontres qui mènent à une embauche. Voilà. Et généralement, il faut un bon anglais aussi. Pour les boulots qualifiés, quand même, ne nous mentons pas. Ça va dépendre de votre anglais, quand même. Il faut un très bon niveau d'anglais, quand même. Enfin, ils ont beaucoup de Néo-Zélandais ont un a priori quand même sur l'anglais au départ. Ils se disent français, pas ouf le niveau d'anglais. Moi, je me souviens qu'il y a eu un jour, j'ai parlé à un manager à qui j'avais déposé un CV dans sa boîte une semaine avant. Je suis repassée, j'ai dit ah bonjour, vous avez lu mon CV, etc. Il fait ah c'est vous qui avez déposé votre CV. Ah mais vous vous débrouillez finalement mieux en anglais que je ne pensais. D'accord. Et je suis pas excellente en anglais, mais vraiment il devait se dire que tous les Français étaient peut-être au niveau 0. Je ne sais pas, mais bon. Bref, voilà, il peut y avoir des a priori sur l'anglais, donc n'hésitez pas à indiquer peut-être pourquoi vous êtes, si vous êtes bon en anglais, pourquoi vous êtes bon en anglais, si vous avez déjà vécu à l'étranger, si vous avez passé des tests, etc. Voilà. Exactement. Avez-vous un site connu pour réserver des auberges de jeunesse? Alors,
il y a Hostel, je crois, hostels.com, hostelworld.com, mais sachez, en plus c'est la crise, donc il faut soutenir les petits commerces, tout ça, que ces sites-là, c'est vrai qu'ils prennent des commissions hein, pour les auberges. Et moi, quand j'étais en Nouvelle-Zélande il y a 2 ans, je me rappelle, c'était à Picton, il y avait une auberge de jeunesse qui disait ne réservez pas sur les sites de comparaison parce qu'ils nous prennent des commissions et c'est dur pour nous. Donc à la limite, pourquoi pas, si vous faites comme vous voulez, hein, soit vous passez par hostel.com ou hostelworld.com, et je pense qu'il y en a d'autres encore. Hostelbookers.com aussi. Pour identifier. Voilà, éventuellement, soit vous réservez dessus, soit vous les identifiez et vous allez voir sur leur site ce qui se passe. À prix équivalent, ça vaut le coup de passer directement par l'auberge. Et puis parfois, vous pourriez avoir la bonne surprise, une petite réduction directement sur l'auberge. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup maintenant, même les hôtels, pour éviter que vous passiez par les sites comparatifs, ils essaient de vous proposer des meilleurs prix. Donc voilà, ça peut être une bonne base. Et sinon, il y a une autre option qui est aussi, il y a un réseau en Nouvelle-Zélande d'auberges de jeunesse qui s'appelle BBH, Ouais. New Zealand Backpackers Network, et qui dispose d'un certain nombre comment ça s'appelle, d'auberges de jeunesse indépendantes dans toute la Nouvelle-Zélande, et ils ont une carte, en gros, pour des réductions pour aller dans les autres auberges du réseau. Donc ça peut être pas mal. C'est un réseau néo-zélandais. Voilà. BBH, ouais, ça peut être bien, exactement. Moi, je sais qu'à Wellington, j'avais eu du mal à en trouver qui soit à peu près décent en termes de prix. Du coup, j'en ai pris une dont je me rappelle pas le nom, mais qui était juste devant les ferries, en fait. Hein. Si vous le voyez sur une carte, ça vous peut-être que vous verrez. Et j'ai pas fait gaffe. J'ai vu dortoir. Bon, j'ai pris dortoir. Oh la vache, c'est le plus gros dortoir que j'ai jamais vu de ma vie. On était 20. Franchement, on dirait pas comme ça, mais c'est énorme. Le truc, il y avait des lits partout. Oh la vache. Bon, après, je me suis habituée, en fait, ça le faisait. Mais c'est totalement impersonnel. C'est vrai que les auberges, j'en ai fait aussi à Queenstown, qui étaient plutôt des dortoirs de 6 ou de 4. Et c'est tout de suite un petit peu plus, un peu plus doux. Parce que 20, franchement, c'est un peu fort quand même. Moi, j'avais fait en Nouvelle-Zélande, alors, j'ai pas fait beaucoup d'auberges de jeunesse parce que, moi, je vivais d'abord, je vivais dans une colocation, ensuite, je vivais dans mon van, mais la seule auberge dans laquelle je suis allée, en fait, c'était une auberge qui s'appelait Nomads, qui est une usine parce qu'il y a genre 4 étages, à chaque étage il y a plein de chambres, il y a des trucs qui vont de 4 lits à 8 lits, mais en vrai ça allait. Ouais. Mais quand tu me dis 20 lits, moi là j'étais en train de me dire où est-ce que j'ai vu ça. Je crois que j'ai vu ça au Chili, à Santiago, où c'était dans un dortoir énorme. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de voyageurs, et donc même si on était 20 dans le dortoir, Ouais. il n'y avait pas autant de gens. Mais je pense que toi, quand vous étiez 20, vous deviez être 20 à dormir en plus. Hein. Boule caisse, hein, les amis, parce que sinon, c'est la mort. Hein. Tu ne dors pas. Boule caisse et bandeau pour les yeux, parce qu'il y a des gens qui décident d'allumer la lumière à des heures complètement inconnus. Ça rend fou, vraiment. Ouais. Moi, j'en ai eu, c'était en Australie. Elle rentre à 3 heures du mat, la fille, elle allume. Non, mais on était genre 16 dans 12. Elle s'en fiche. Après, elle va aux toilettes, elle laisse allumer. Enfin, bref. L'auberge de jeunesse, il y a de tout. Hein. Ouais. Voilà. Ensuite, est-ce que le statut d'auto-entrepreneur freelance est valable et reconnu en Nouvelle-Zélande? Alors oui, on en a eu un PVTiste. Ouais. Je ne sais plus son prénom. Celui qui avait fait une BD. Rhys. Oui, Rhys, c'est lui. Non, pas Rhys. Ouais, c'était ça, effectivement. Mais est-ce qu'il avait vraiment créé un statut? Si, je crois que c'était ça, hein, qu'il était... Oui, il avait été freelance un petit peu. On a un dossier, enfin non, dans le dossier sur les impôts en Nouvelle-Zélande, on avait parlé du statut de freelance parce que je crois qu'une de nos modératrices à une époque, Johanna, avait bossé aussi un peu comme freelance là-bas, il me semble. Ouais, je sais qu'on en parle. Effectivement. Et puis, je pense que c'est pareil en Nouvelle-Zélande qu'en Australie, mais en Australie, les PVTistes font beaucoup de livraisons maintenant à vélo, des Uber Eats, Deliveroo, etc. Je suppose qu'en Nouvelle-Zélande, c'est pareil. Et donc, il faut un statut, donc, il faut être freelance. Alors, en Nouvelle-Zélande, il ne faut pas forcément être freelance, il y a un autre statut. Enfin non, il y a un système, il y a certaines boîtes qui existent en Nouvelle-Zélande qui te salarient, mais c'est un peu particulier, mais ça te salarie quand même. D'accord. Oui, vous pouvez être freelance en Nouvelle-Zélande. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous devrez payer vos impôts plus tard, comme en Australie, il me semble. Ça, je sais. Et vous devez vous déclarer directement auprès de l'Inland Revenue. Là, je regarde. Oui. Comme freelance. Et vous devrez remplir un formulaire pour payer vos impôts en fin d'année. Ouais, donc, il faut garder un petit peu d'argent de côté sur ce que vous gagnez pour payer vos taxes plus tard, quoi. Dépenser. Le niveau d'impôt étant à, je crois,
Oui, j'ai un doute. J'ai un doute. Le taux de prélèvement? Ouais. Australie, c'est Je 15. regarde, ouais, mais je crois que c'est à peu près la même chose en Nouvelle-Zélande. Non, Ouais, le premier palier jusqu'à environ 14 000 $, c'est 10,5%. Et ensuite, à partir de 14 000 $, c'est 17,5%. Voilà. ok. D'accord, ça va, c'est assez doux comme imposition. La Et- première partie, ouais. La deuxième, c'est un peu plus élevé, par exemple, que l'Australie, mais ça va, c'est pas non Ouais, plus ça passe. Ouais. aberrant. Alors, j'ai obtenu mon PVT en septembre 2019, juste avant d'avoir 32 ans, et j'ai pas pu partir et je ne pourrai pas faire de nouvelles demandes. Savons-nous si la demande antérieure sera prolongée? Alors là, pour toi, on l'espère tellement. Ouais, c'est si la demande est antérieure et prolongée, oui. Par contre, s'ils disent alors non, mais par contre, vous pouvez refaire des nouvelles demandes, toi, tu pourras pas. Voilà, parce que c'est ce que l'Australie a fait, c'est pour ça que Marie dit ça. L'Australie n'a pas permis de partir plus tard. Elle a autorisé ceux qui avaient obtenu un visa vacances-travail à en refaire une demande plus tard, quand on pourra partir. Mais par contre, elle précise bien que pour les personnes qui ont dépassé l'âge limite, il y aura pas de nouvelles demandes possibles. Ils vont simplement rembourser les frais de participation. Je sais pas du tout si la Nouvelle-Zélande va copier sur son voisin. Si c'est le cas, ce sera pas une bonne nouvelle pour toi. Mais la Nouvelle-Zélande, ils copient pas en général. Ils ont leurs idées. Ils font leur truc. On peut espérer qu'ils fassent leur truc et que ce soit en ta faveur. On parlait d'optimisme tout à l'heure. J'ai vu quelqu'un qui disait je suis très optimiste. Alors je t'invite aussi à être très optimiste et puis d'attendre les nouvelles informations. Je sais que ce que je vais te dire, ça te fait peut-être une belle jambe, mais si tu es français ou française, il te reste quelques PVT, peut-être que tu pourras faire Argentine, Australie et éventuellement Canada si tu es tiré au sort. Par contre, si tu es belge, le PVT c'est terminé. Ouais. Et si tu es français, tu peux te dire que tu pourras partir en Australie, faire un PVT là-bas et éventuellement voyager ensuite en Nouvelle-Zélande pendant une période qui peut être relativement longue en plus, il me semble. Il me semble qu'automatiquement, tu as 3 mois quand tu arrives. Hein. C'est 3 mois et tu peux demander 6 mois, mais il faut faire une demande. Et là, il faut faire une demande de visa, mais bon, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est ce que j'ai fait moi. C'est en étant en PVT en Australie, je suis allée en Nouvelle-Zélande. Et l'avantage de la Nouvelle-Zélande, c'est que c'est assez petit. Donc, si tu y passes quelques semaines ou même voire 1 mois, 2 mois et demi, tu peux voir plein de choses. Donc Ça. évidemment, tu pourras pas bosser. C'est un peu le hic, mais ça pourrait être ton plan B au PVT raté à cause du Covid. Et justement, quelqu'un demande si on peut se faire rembourser son visa si on n'est pas parti. Pour le moment, il y a que l'Australie qui a communiqué sur ce sujet, hein, Ouais. qui a dit pas de remboursement pour ceux qui pourront faire une nouvelle demande, mais quand ils feront leur nouvelle demande, ils paieront pas leur nouveau visa. Ceux qui ont atteint l'âge limite pourront pas faire de nouveaux visas, mais pourront être remboursés. Et tous les autres pays du PVT n'ont pas communiqué là-dessus, y compris la Nouvelle-Zélande. Là aussi, on attend d'en savoir plus. On imagine que certains vont envisager des choses, mais c'est pas garanti du tout. Il faut garder en tête la solution qu'a proposée l'Australie, c'est on vous rembourse pas, sauf ceux qui ont atteint l'âge limite, concrètement, parce que c'est à peu près ça la logique pour eux. On espère que ce sera pas forcément le cas pour tout le monde, mais voilà, c'est le choix qu'ils ont fait. C'est un petit peu, ils ont impliqué la technique des agences de voyage. On vous rembourse pas, mais vous pourrez partir en voyage plus tard. C'est un peu ça. Ou les compagnies aériennes, en effet. Ouais. Donc voilà, on n'a pas d'informations là-dessus et on continue à guetter tous les jours. Bonsoir, pensez-vous que le Covid a eu un impact sur le LPX ou le woofing si les Néo-Zélandais sont plus réticents à accueillir des étrangers? Alors, disons que est-ce qu'ils seront plus réticents après? En fait, ça va dépendre de tellement de choses. Imaginons que pour partir en PVT en Nouvelle-Zélande, il faille forcément avoir fait le vaccin. Ça devrait rassurer les Néo-Zélandais. Si c'est pas le cas, peut-être qu'ils seront pas rassurés et que vous aurez des remarques un peu bizarres. J'ai tendance à penser que pour le volontariat, bon, parce que pour ceux qui connaissent pas, le Help Exchange, Woofing et Workaway, c'est les principaux réseaux pour faire du volontariat. C'est-à-dire bosser sans être payé pour une petite structure, une famille, une ferme. En échange, vous êtes logé, nourri, blanchi, souvent. Marie, je sais pas, ta souris, est-ce que t'as une idée de réponse là-dessus? Non, j'avoue, en fait, j'étais en train de penser à que se passe-t-il? Parce que
Il y a déjà le cas actuellement sur des voyages entre des pays avec des gens qui font des faux certificats pour dire ah non mais je suis négatif au Covid alors qu'ils n'ont pas fait de test. Ouais. Ça me stresse un peu. Ne faites pas ça s'il vous plaît. C'est des questions de santé publique. Bref, ne faites pas ça. Et j'ai peur que des gens fassent la même chose avec les vaccins. Parce que si par exemple la Nouvelle-Zélande conditionne l'entrée en Nouvelle-Zélande à des gens qui font des vaccins, à des gens qui sont vaccinés, il y a des gens qui vont accepter de se faire vacciner et des gens qui vont pas accepter de se faire vacciner et qui vont essayer de trouver des moyens de faire des faux certificats. Et s'il se passe ça et que des gens rapportent le Covid en Nouvelle-Zélande, sachez que le Covid en Nouvelle-Zélande, ils ont réussi à vraiment le limiter au maximum. Mais si des gens rapportent le Covid en Nouvelle-Zélande et contaminent des gens, en fait, tous les PVT vont vous détester, quoi. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, on vous en supplie, ne faites pas ça. Et puis on peut imaginer que ce serait fausse déclaration, interdiction de territoire, et donc dans le futur, si tu demandes un visa pour le Canada, les États-Unis, c'est moi. Après, tu ne peux plus jamais voyager parce qu'en plus tu as menti sur un truc grave. Enfin, faut vraiment pas le faire. Ouais. Mais j'ai peur en plus que du coup, si t'as des cas comme ça et que, parce que la Nouvelle-Zélande, ils ont un peu tendance à monter des trucs en étang où ils vont faire des articles sur le sujet. Ça pourrait avoir des conséquences sur des gens qui normalement accueillent des volontaires en LPX ou en Woofing, par exemple. Oui. Mais sinon, en soi, je pense que si c'est bien géré l'entrée des étrangers, je pense qu'à un moment donné, tout le monde sera ravi de laisser ça derrière nous, si on arrive à avoir ça derrière nous, et qui vous accueilleront quand même, parce qu'oubliez pas que les gens qui cherchent des volontaires, ils ont évidemment, ils font ça pour l'échange, pour voilà, mais ils font ça parce qu'ils ont besoin aussi. Donc, a priori, ça devrait aller. Oui. Comment on peut retrouver les équivalences pour les emplois dont je parlais tout à l'heure, équivalence, licence, etc. Alors, il y a pas mal d'informations sur un site qui s'appelle careers.government.nz, donc careers, careers.govt.nz. Et dedans, ils ont une job data bank, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui a pas mal d'informations sur un certain nombre de professions néo-zélandaises et qui vous disent notamment si vous êtes soumis à un ordre professionnel ou pas. Alors, attends. En introduction de ce sujet, normalement, il me semble que dans le dossier sur le travail, il me semble que tu as fait un chapitre sur les professions réglementées. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui, tout à fait, il y en a un. Donc oui, c'est Job Database sur le site de careers.government.nz. Vous pouvez retrouver la référence sur le dossier sur le travail en Nouvelle-Zélande. Okay. Super, merci Marie. Mais oui, souvent c'est tout ce qui est santé, électricité, les ingénieurs pour certains ingénieurs, comptables agréés parfois, avocats, architectes, tout ce qui, comment dire, où il y a des réglementations à respecter, des codes qui font que d'un pays à l'autre c'est pas les mêmes et que fatalement vous n'allez pas pouvoir exercer. Par contre, si vous êtes dans des domaines où tout s'exerce partout pareil, ou tout simplement où il n'y a pas de réglementation, il n'y aura pas besoin systématiquement d'avoir une équivalence pour travailler dans votre domaine en Nouvelle-Zélande. Mis à part les groupes Facebook, connaissez-vous d'autres plateformes ou marchés pour acheter un van? Ça, c'est toi. Alors, il y avait un marché le samedi matin, mais je sais plus comment il s'appelait, qui était plutôt, pour Auckland, il y avait un marché le samedi matin qui s'appelait, je sais plus son nom. Le car market, mais oui, je sais plus. Alors, c'était un car market, donc oui, il faut chercher car market. C'était un truc le samedi matin qui se tenait plutôt en ville et qui était tenu par des gens qui, à mon époque, n'avaient pas l'air d'être tout à fait recommandables et réglo, donc je recommanderais pas. Par contre, tous les dimanches, et je pense que, peut-être pas pendant le Covid, mais tous les dimanches, maintenant, ça doit être de retour, ils font un marché sur le champ de course de Ellerslie, qui est un peu en banlieue de Auckland, et c'est en gros l'endroit où tout le monde vient vendre sa voiture en direct. Ceux qui vendent leur voiture, je crois, ils payent $30 l'entrée et toutes les voitures sont mises les unes à côté des autres et des acheteurs viennent potentiellement acheter des voitures. Alors ça peut être des voitures normales, des vannes, ça peut être tout type de véhicule vraiment. Donc il y a ça. Sinon il y a en physique à Auckland, il y a un truc qui s'appelait le Backpackers Car World. Ouais. Est-ce que il existe encore? Je ne le recommande pas forcément. Hein. Parce que c'était mes propriétaires et que je voyais comment ils fonctionnaient et qu'il faut pas trop compter dessus. Je ne sais pas. Est-ce que maintenant ils louent des vannes. Pardon. Okay. Ils ont changé de business.
Ouais, ils sont toujours au même endroit. Mais maintenant, ils louent des vannes. Et ben, ouf, je sais pas. Peut-être en location de vannes, c'est mieux. Je ne sais pas. Mais Après, il faut mettre car market avec la ville où vous êtes. Peut-être qu'il y en a des nouveaux dont on n'a pas connaissance. tout à Après, vous pouvez aussi, en ville, en fait, des fois, vous allez voir sur les vannes directement à vendre avec un prix. Je sais que j'ai des copains, moi, qui ont fait ça pour vendre leur van avec un numéro de téléphone et tout. Sur PVTist, on a aussi une section communauté où il y a des annonces de temps en temps. Autant pour la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas forcément des appartements, tout ça, mais il y a pas mal de vannes et voitures, donc vous pouvez regarder de ce côté-là aussi. Alors, parce que c'est pas seulement des groupes sur Facebook, il y a aussi le marketplace de Facebook qui peut vendre des véhicules. C'est un espace de Facebook où ce sont des petites annonces qui sont directement postées, mais sous format petites annonces pas, c'est pas un post Facebook avec des gens qui mettent juste des infos. Ça peut être une solution. TradeMe, évidemment. Ouais. Là aussi, il peut y avoir des ventes de vannes ou ce genre de choses. Et PostNote, c'était pas ça, hein. C'est pareil, c'est un petit. Pardon, PostNote, oui aussi. Ouais, aussi. Donc faut juste faire gaffe à, ça peut être des arnaques, mais oui, PostNote aussi, il peut y avoir tout à fait des annonces pour des vannes. Ensuite, il faut savoir que, et ça a été encore pire ces dernières années, il y a alors, je sais pas si avec le Covid ça va pas changer un peu la donne, je ne sais pas. Non, il y a deux choses à savoir sur les vannes. Actuellement, la Nouvelle-Zélande, enfin, alors, je reprends. Moi, à mon époque, quand j'y suis allée, ils venaient de faire une réglementation sur les vannes où les vannes devaient avoir des certifications self-contained pour pouvoir camper dans un certain nombre d'endroits où il n'y avait pas de toilettes. En particulier, self-contained, ça veut dire vous pouvez vivre en autonomie dans votre van sans avoir à jeter des eaux usagées ou faire vos besoins dans la nature pendant une période de 3 jours. Et vous avez suffisamment d'eau, etc. Ça, c'est ça le principe d'un van self-contained. C'est pour éviter que les gens se lâchent partout dans la nature et, on va dire, salissent un peu le pays. À mon époque, donc, il venait d'y avoir ces réglementations et donc il y avait des vannes qui passaient ces certifications, quelques-uns, un nombre limité, et plein de vannes comme les miens qui n'avaient pas le droit du coup de camper partout, mais on avait quand même accès à un certain nombre de campings où il y avait des toilettes sèches, ce genre de choses-là. Et depuis quelques années, il y a plein de gens qui se sont dit: «Tiens, on va faire des certifications aux vannes et aux voitures de type Ford Escape ou des comment ça s'appelle en français? Estima? Non. Pardon? C'est pas les Estima. Ouais, voilà, les Estima ou des choses comme ça, où juste en gros, concrètement, ils achetaient des toilettes, ils mettaient 3 bidons d'eau, un bidon d'eau pour les eaux usagées, un bidon d'eau pour les eaux normales, et ils disaient: «C'est bon, j'ai la certification», et on leur délivrait la certification. Et du coup, il y a eu pas mal d'abus parce que bah, les gens achetaient leurs toilettes chimiques prévues pour un van autonome, puis revendaient les toilettes et ne les utilisaient pas ou les rangeaient au fin fond de leur voiture et ne les utilisaient jamais et du coup faisaient leurs besoins dans la nature. Et bah là, récemment, le ministre du Tourisme de la Nouvelle-Zélande, concrètement, il était: «Non mais en fait, on veut plus que les gens ils fassent ça, donc on va resserrer la vis». Comme nous, ils avaient fait à notre époque. Et du coup, ça pourrait être un peu plus compliqué d'acheter des vannes self-contained ou d'avoir des vraies vannes self-contained dans les prochains mois. Je pense qu'ils vont bien réglementer ça. Ouais. Et ah oui, et les vannes self-contained ont pris une valeur complètement aberrante. C'est-à-dire que tu as des vannes de genre 250 000 kilomètres qui sont pas en très bon état. Les gens n'ont pas pris forcément très soin et se disent: «Tiens», et ce sont pas des vannes de grande qualité, super bien aménagées, et cetera, mais ils se sont dit: «Tiens, on va les revendre 6 000 €». Ah ouais. Mais non, faut pas faire ça. Enfin non, c'est pas, je sais pas. Il faut pas faire ça. Faut pas faire monter les prix constamment des vannes parce que vous avez eu des dépenses dessus ou des choses comme ça. Ouais. Quand vous achetez un van, il faut être prêt à perdre de l'argent dessus. C'est pas grave, c'est normal. Vous utilisez un véhicule, il perd de la valeur. C'est normal. Essayez pas ni de faire de l'argent, ni de vous rembourser vos frais. Ce serait dommage. Il faut accepter de perdre un peu d'argent, ça vous coûtera sûrement moins cher d'acheter un van que d'en louer un pendant de longs mois.
Exactement. Et toutes les fois où vous dormez dedans, peut-être dans des campings gratuits et tout, votre van, il vous fait faire plein d'économies. Donc, si vous le revendez pas au même prix, voilà, enfin, que ça vous tracasse pas non plus, quoi. Ouais, voilà. Enfin, c'est pas, pour vous donner une idée, mais là, nous, c'était vraiment la loose, parce qu'on est ah oui, on avait acheté notre van, en octobre, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'était en octobre, donc c'est le moment où les vannes prennent, assez cher. À l'époque, nous, on l'avait payé 3 900 $. Il avait, 150 000 kilomètres, donc c'était pas si mal. Par contre, en fait, on a découvert plus tard qu'il était pas en très bon état, donc on a eu pas mal de réparations. Et quand on a voulu le revendre, on a voulu le revendre à 3 700 et il est pas parti parce qu'on l'a vendu en juin, à un moment où tout le monde repart et donc il y a pas beaucoup d'arrivées à cette période et donc, bah, c'est un peu difficile de vendre son van et on a fini par le vendre 1 700 $. Ouch. OK. Bon. Donc, OK, là, c'est pas cher, ouais. et on l'a revendu et j'étais heureuse de le revendre on l'a revendu à des PVTistes allemands, des jeunes Allemands qui étaient ravis d'avoir un van à ce prix-là et bah, ça nous allait. Mais sinon, c'était beaucoup de Néo-Zélandais qui nous avaient contactés pour racheter le van. Ils nous avaient proposé 700 $ quand même à un moment. Ils nous avaient proposé 700 $ et en gros, concrètement, cette personne allait prendre le van, le laisser pendant 5-6 mois dans un lieu de stockage et ensuite le revendre vers le mois d'octobre ou novembre et il l'aurait revendu, peut-être 5-6 000 $. Et en plus, les gens se seraient dit, ça va, j'ai acheté un Néo-Zélandais. C'est mieux. C'est la ça. totale, quoi. C'est ça. Non, mais clairement, enfin, hésitez pas, on a un dossier sur l'achat du van en Nouvelle-Zélande. Il est pas mal. Enfin, je l'ai fait, il est pas mal. Super, Et il y a un truc, c'est un test tout bête, mais sachez-le, je sais pas, moi je trouve ça utile de le savoir pour dans la vie. Souvent les vannes sont repeints parce que c'est pour cacher la rouille ou des choses comme ça. Et un bon moyen de vérifier qu'il n'y a pas de rouille sur un véhicule, c'est de prendre un aimant, un petit aimant, l'aimant même sur votre frigo, vous voyez les trucs du cordon bleu qui a des aimants sur le frigo. Vous prenez un aimant, vous l'emmenez avec vous en quand vous pourrez partir en Nouvelle-Zélande, et vous le collez sur les différentes surfaces du véhicule. Si ça colle, c'est que c'est bon, il n'y a pas de rouille. Si ça colle pas, c'est qu'il y a de la rouille. OK. Ouais, c'est bien cette technique. Ça s'aimante pas, pardon, pas coller, aimanter. Super. Merci Marie pour les petits tips. Est-ce qu'il est recommandé de trouver un logement directement sur place à notre arrivée ou est-ce qu'il vaut mieux en trouver un avant le départ? Alors, il y a logement et logement. Ouais. Logement temporaire, une auberge de jeunesse, un Airbnb ou éventuellement un hôtel. Avant le départ, bien sûr, c'est toujours mieux de savoir où on dort quand on arrive. J'en connais des PVTistes qui prennent l'avion pour 20 à 30 heures sans savoir où ils vont dormir. Moi, je le comprends pas. Pour un début de PVT, on sait bien quand on descend de l'avion, genre, on est décalqué d'aller dormir quelque part. Donc, d'aller au moins se rendre quelque part. Donc ça, évidemment, on recommande de le faire avant de partir. Par exemple, pour les 5, 7, 10 premiers jours, comme vous voulez. Par contre, pour trouver une colocation ou une location, non. Le mieux, c'est d'être vraiment sur place. Voilà. Et ça vous évitera les appartements fictifs, les appartements loin. Vous croyez que c'était près du centre, ça l'est pas du tout. Enfin, ce genre de choses, des sortes de mauvaises surprises. L'appartement qui avait l'air super, qui est immonde et humide, qui est dans un quartier qui vous aurait pas du tout plu parce que l'ambiance est mauvaise. Donc, soyez sur place, c'est mieux. Ouais, toujours. Et éviter les arnaques, il y en a tellement, purée. Ouais. Les virements d'argent, vous faites pas ça. Surtout quand c'est Western Union, j'arrive jamais à le dire, excusez-moi. Sachez que avec Western Union, on n'arrive pas à tracer l'argent. C'est pas fait pour, en fait. C'est des virements d'argent très rapides, mais l'argent n'est pas suivi. Donc, si vous vous faites arnaquer, vous ne pourrez pas retrouver la personne qui vous a arnaqué. Alors maintenant, il n'y a plus, parce que évidemment, Western Union a chopé une mauvaise réputation à cause de ça. Donc maintenant, il n'y a pas, enfin, il y en a d'autres. Et je voudrais vous donner des noms de trucs où c'est pas du tout sécurisé si vous ne connaissez pas votre interlocuteur. Mais j'essaye de les retrouver. Il y a un truc avec Surf. Attendez. Ah oui, NeoSurf, Transcash, Toneo, des coupons, Mandacash et Monogram. Évitez tous ces trucs-là si on vous demande de payer des services ou des choses comme ça. Si des interlocuteurs que vous ne connaissez pas vous demandent de payer des services avec ces outils-là, ça sent l'arnaque. Voilà. Okay.
On a un dossier sur les arnaques aussi en PVT, parce qu'il y en a pour les douanes. Et les gens sont ingénieux, hein, c'est incroyable. Hein, à chaque période, c'est arnaqueur, même pendant l'année du Covid. Là, hein, et donc, du coup, voilà, on parle des différentes arnaques que vous pourriez rencontrer. Donc, n'hésitez pas à le consulter là aussi. Donc, voilà, pour le logement, le mieux, c'est de chercher une fois sur place, sauf évidemment pour un logement de la première semaine. Tout à fait. Quelqu'un qui n'a pas pu partir et dont le PVT a expiré, vous croyez qu'il faut qu'on entreprenne une démarche où on attend et on laisse faire les choses? On a discuté aujourd'hui, je dois lui répondre. On a une PVTiste Japon qui m'a posé à peu près la même question ce matin. On sait pas trop. Entreprendre des choses, je ne sais pas si ça aura. Je sais pas exactement quoi vous recommander. Je ne sais pas s'ils vous écoutent ou si ils pensent. Écoutez, là, on a une pandémie mondiale à gérer. Les petits PVT, c'est pas ce qui nous intéresse. Je ne sais pas. Marie, je sais pas si tu as un avis sur la question. Vous pouvez peut-être essayer individuellement d'envoyer un message en disant bah voilà, je sais pas ce qui se passe, mais pour l'instant ils n'ont pas prévu de procédure. Donc je sais pas si ça vaut le coup. Vous pouvez peut-être éventuellement un seul message et vous aurez peut-être pas de réponse parce qu'ils n'ont pas de réponse à vous fournir pour le moment, parce que s'ils avaient une réponse, ils l'auraient certainement mise sur leur site internet. Je sais pas trop. Je comprends le désarroi dans lequel vous vous trouvez actuellement, quoi. Et c'est pas cool en vrai de pas avoir l'info, mais je pense que c'est parce que sincèrement ils ont pas encore pris de décision, parce qu'ils savent pas, je sais pas. Je pense qu'ils attendent de voir en fait comment les vaccins vont fonctionner, quand est-ce qu'ils vont rouvrir leurs frontières, parce que ça se trouve dans un an c'est pas rouvert, on peut pas savoir en fait. C'est vraiment, on espère bien évidemment que ça va rouvrir peut-être avant l'été, peut-être après l'été, mais en fait ils sont tellement précautionneux les Néo-Zélandais que j'ai tendance à penser que si d'ici la fin de l'année prochaine c'est pas réglé à 100%, ils pourraient ne pas rouvrir. Enfin, j'ai l'impression que on n'est pas à l'abri de quelque chose comme ça. Donc bon, du coup, part s'ils se disent on soigne notre population, enfin on protège notre population, genre on vaccine toute la population parce qu'ils auraient les moyens en vrai. Oui. Il n'y a pas beaucoup de gens, enfin voilà. Et si tout le monde était d'accord pour se faire vacciner, peut-être qu'après ils pourraient dire on peut réouvrir les frontières. Je ne sais pas. Vraiment, c'est délicat. Mais en tout cas, on va essayer d'aller un peu à la pêche aux informations si on y arrive. Mais bon, pour le moment, c'est vrai qu'ils sont pas très. On surveille ça, mais ils sont pas sur un mood on va réouvrir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le délire. La Nouvelle-Zélande, ce sont peut-être les plus prudents. Imaginez, pour vous donner une idée, parce qu'on va y arriver justement à la question suivante. L'Australie permet aux voyageurs qui arrivent de Nouvelle-Zélande, depuis quelques semaines, ils permettent aux voyageurs qui arrivent de Nouvelle-Zélande d'entrer en Australie, sans passer par une quarantaine et sans faire l'objet de mesures de restriction à la frontière. Parce qu'au départ, la Nouvelle-Zélande et l'Australie comptaient faire ça entre eux. Ils comptaient faire une bulle de voyage, ils appellent ça comme ça. Et en fait, la Nouvelle-Zélande, elle a fait non. non, si vous voulez, vous pouvez laisser rentrer les gens de Nouvelle-Zélande en Australie, il n'y a pas de problème, mais nous, par contre, tous les gens qui arrivent d'Australie, certains n'ont pas le droit de rentrer, notamment les Australiens, pour venir faire du tourisme en Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas le droit de rentrer. Et en plus, les ressortissants néo-zélandais qui partiraient en Australie, quand ils reviennent en Nouvelle-Zélande, ils doivent se taper 14 jours de quarantaine. Voilà. C'est ça. Donc oui, effectivement, quand les PVTistes en NZ pourront partir en Australie avec un visa vacances-travail ou Working Holiday Visa, dès maintenant, en réalité, si les gens qui sont actuellement en Nouvelle-Zélande peuvent se rendre en Australie. Voilà, donc si c'est pour faire un PVT nickel, si c'est pour des vacances, faut faire attention, il faut bien que ce soit à la fin de son PVT Nouvelle-Zélande, puisqu'ensuite on ne peut pas retourner en Nouvelle-Zélande. C'est ça. One way. Hyper important. Vous faites pas avoir, parce que les Néo-Zélandais peuvent rentrer en Nouvelle-Zélande parce qu'ils sont Néo-Zélandais, mais vous êtes étranger. Si vous quittez la Nouvelle-Zélande, vous ne pourrez pas rentrer en Nouvelle-Zélande après, tant que les frontières demeureront fermées. Même si vous avez un PVT valide actuellement, vous ne pourrez pas revenir en Nouvelle-Zélande si vous quittez le pays. Exactement. Soyez prévenus quand même. Cogitez genre ah non, bon je rentre chez moi. Voilà. Il vous restera plus que ça à faire, effectivement. Est-ce qu'ils envisagent de repousser l'âge limite à 35 ans? La dernière fois qu'on a essayé de demander, l'air de rien, je pose la question, on sait jamais. C'est un petit peu comme ça que j'avais essayé.
On m'a dit, c'est pas prévu. Donc, ceci dit, ce que j'aime bien rappeler, c'est que quand j'étais en Nouvelle-Zélande en 2018, j'ai appris totalement au hasard que le PVT Argentine passait à 35 ans. C'était la super bonne nouvelle de 2018. Donc, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un pays comme ça qui sorte au hasard, enfin pas au hasard, mais sans prévenir une prolongation de l'âge limite. Mais ça n'a pas l'air là non plus d'être prévu. Pourtant, la Nouvelle-Zélande a des accords à 35 ans. Je crois que les Canadiens, ils ont le PVT Nouvelle-Zélande à 35 ans. J'étais en train de vérifier ça, oui, c'est 35 ans. Donc ça veut dire que c'est pas, on n'est pas à l'abri que ça arrive un jour, mais c'est vrai que ce serait génial que pour combler le fait, j'adorerais. Alors là, c'est trop bien. Combler le fait. Alors, oui, pour info, juste, la Nouvelle-Zélande ne peut pas décider de manière unilatérale d'augmenter l'âge de participation. C'est vrai. Il faut que il faut que leur pays partenaire soit d'accord. Le PVT existe parce que le PVT Nouvelle-Zélande pour les Français existe parce que la France et la Nouvelle-Zélande ont signé un accord. Le PVT Nouvelle-Zélande pour les Belges existe parce que la Nouvelle-Zélande et la Belgique ont signé un accord. Les Français, la France est pas opposée du tout à ce qu'il y ait des accords jusqu'à 35 ans. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un accord jusqu'à 35 ans pour l'Argentine, l'Australie et le Canada. Pareil pour le Canada. Le Canada, c'est un peu eux qui ont été le fer de lance de l'âge à 35 ans, ce qui est bien. Donc, ils ont plein d'accords à 35 ans. Donc, les ressortissants canadiens, enfin, le Canada est ouvert à ça. La Belgique, par exemple, par contre, eux, ils ont que des accords à 30 ans. Donc, même si la Nouvelle-Zélande voulait passer l'âge à 35 ans, ce qui est pas sûr non plus, ils refuseraient ce qui est pas ils ont pas du tout montré leur volonté d'augmenter l'âge jusqu'à 35 ans. Mais si c'était le cas, la Belgique, il y a moyen qu'ils disent, ce serait fort probable qu'ils disent non. Alors que la France, vu les décisions prises ces dernières années, on pourrait penser qu'ils diraient oui. Oh oui. Si la Nouvelle-Zélande la France, ils diraient oui. Donc voilà, il faudrait que soit la France propose. Ouais, c'est tout mec qui dit, mais bon, mon avis, voilà, faut pas rêver. Voilà, faut que la Nouvelle-Zélande, on essaie. Et sinon, il faut que la Nouvelle-Zélande, dans l'autre sens, propose. Mais ouais, ce serait sympa que la France propose, en fait, maintenant que j'y pense. On va gérer des choses, on verra bien ce que ça donne. Voilà, évidemment, si ça passe, on vous tiendra au courant. Je dis tout le temps cette phrase, mais c'est vrai. Dès qu'on a des enfants, on les partage avec vous. Est-ce qu'on peut demander de l'aide à une société afin de nous aider pour notre expatriation, aide à trouver un logement, aide pour les papiers, aide à l'emploi, etc. Oui, tu peux. Ensuite, est-ce que c'est nécessaire? Pas sûr, mais oui, évidemment, tu peux. Oui, c'est vrai que nous, on a un avis un peu tranché là-dessus parce qu'on a fait des PVT et même si on est parti assez jeune, un mari comme moi, notre premier PVT, il était à 20 ans. On n'avait pas vraiment de grande expérience d'expatriation, ni même, en tout cas, mes compagnes de vie par moi-même, parce que je vivais chez ma maman. Mais on s'est débrouillé en fait. Donc faites attention, c'est vrai que ce genre de service peut coûter assez cher. Il faut voir si c'est intéressant. Par exemple, pour un logement type temporaire, auberge de jeunesse, Airbnb, vous avez besoin de personnes. Pour trouver une colocation, j'ai tendance à penser que vous pouvez passer directement par les réseaux sociaux ou des sites de petites annonces, comme disait Marie tout à l'heure, Trade Me ou même Post a Note. Si vous allez à Auckland, il y a si vous voulez passer par une agence parce que ça vous rassure, il y a j'ai un doute, c'est EK, EK Properties, je crois, qui peut être là, c'est des Français, ce genre de choses, mais au moins c'est pas un service payant en tant que tel. Et puis pour les papiers, tout ce qui est numéro IRD, ouverture d'une ligne téléphonique, ouverture d'un compte en banque, vous pouvez tout à fait le faire par vous-même, c'est tout à fait à portée de main, d'autant que nous sur PVTist, on vous donne en fait toutes ces informations sur comment le faire. S'il y a une difficulté, on met le doigt dessus pour que vous vous y attendiez. Il n'y a pas de réelle difficulté et moi je dirais que le PVT, ça en fait partie en fait, toutes ces démarches. Quand on arrive, on est fatigué, on est à l'auberge, on va chercher son forfait téléphonique, on va à la banque, on fait répéter 3 fois parce qu'on comprend pas trop l'accent kiwi quand on arrive. Ça fait partie du truc en fait. Donnez pas beaucoup à quelqu'un. Vous allez galérer. Et alors, si vous saviez, nous, comment on a galéré, on a fait PVT à Toronto, nous, donc anglophone aussi. Il y a eu des blagues, hein, des fois. Voilà, moi, j'ai des exemples d'entretiens téléphoniques où je comprenais pas les questions, je répondais au pif. Bon, la nana s'en est rendu compte parce que je disais n'importe quoi. Donc, dites-vous que si vous galérez un peu à la banque, les Néo-Zélandais sont cool, vous aurez un grand sourire face à vous. C'est l'occasion de pratiquer l'anglais, d'améliorer votre oreille. Selon moi, ne donnez pas cette mission à quelqu'un d'autre, faites-le par vous-même. Quant au boulot,
Il y a quand même du boulot en Nouvelle-Zélande de façon générale. Donc, si vous êtes prêt à travailler dans un peu n'importe quoi, consultez, comme on le disait tout à l'heure, nos dossiers sur l'emploi et sur les travails saisonniers. Et puis, sinon, éventuellement, il y a peut-être des agences qui aident sur place pour l'emploi. Je comprendrais presque plus pour l'emploi que pour le reste, mais et encore, Ouais. il y a moyen de trouver en Nouvelle-Zélande, honnêtement. On a, alors, pour ceux qui sont vraiment genre flippés et tout, on a un partenaire qui s'appelle Frogs, avec qui on travaille. Au pire, du pire, si vraiment vous pensez que vous n'allez pas vous en sortir, n'hésitez pas à aller les voir parce qu'ils ont des packs, je crois, d'arrivée. Oui, Non, ils ont un pack d'arrivée, effectivement, où je pense qu'il y a compte en banque, ligne téléphonique et puis une aide à l'emploi. Donc, c'est Frogs INNZ. Donc, je pense qu'on va vous mettre le lien en commentaire. C'est vrai qu'on n'est pas du genre à recommander tous ces petits packs. mais bon. Si vraiment ça vous rassure, Voilà. si parmi vous, il y a des parents qui sont très, très inquiets, c'est vrai que passer par Frogs, c'est une très bonne idée parce qu'on sait qu'ils sont fiables. Ils sont là depuis 20 ans en Nouvelle-Zélande, je pense. Ouais, depuis longtemps. Ouais, depuis très longtemps. Donc voilà, ça peut être votre bonne solution. Merci Marie pour la suggestion. Mais nous, on estime que vous en avez sûrement pas besoin, mais si ça vous rassure, allez voir Frogs. Exactement. C'est bien résumé. Envoyez votre dossier sur les démarches à l'arrivée parce que vous verrez que c'est pas très compliqué et que ça c'est faisable. Mais voilà, si vous avez vraiment peur, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de faire appel à ce genre de société. Oui, bien sûr. Alors là, c'était une des dernières questions, puisque la dernière, c'est est-ce qu'on sait si la Nouvelle-Zélande va réouvrir les PVT d'ici septembre 2021? Et là, bien, mais c'est pas. Vous nous avez entendu depuis tout à l'heure dire qu'on ne sait pas, c'est vrai qu'on ne sait pas du tout. Au début de la crise, franchement, quand on se disait fin d'année, on se disait bah non, ils vont pas faire ça jusqu'à septembre. Après, on a entendu janvier, on s'est dit oh là là, janvier 2021. Ensuite, on a entendu l'été. Donc là, on était un peu sur l'été, on commence à se dire peut-être septembre, voilà. Et en fait, plus ça va, plus notre seuil de tolérance est élevé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, maintenant, c'est limite, ça rouvre en janvier 2022, on se dit bah ouais, c'est vrai qu'on s'y attend. Alors qu'à la base, pas du tout. Et il faut vraiment voir comment évolue la pandémie, les vaccins, les politiques des différents pays aussi. Hein. Certains sont très ouverts quand d'autres pas. Il y a plein de pays du PVT, quand même, je crois la moitié aujourd'hui des pays du PVT qui sont toujours ouverts aux PVTistes. Hein. Les gens continuent à partir. Quand les 3 pays anglophones, en tout cas anglo-saxons, sont fermés. Donc, ça va dépendre de notre chère ministre néo-zélandaise, dont je ne sais plus le prénom, mais qui voit comment elle décide d'agir. Jacinda, merci. Voilà. Mais oui, non, enfin oui, on sait pas. C'est un des pays les plus prudents, donc c'est sûrement l'un des pays qui réouvrira en dernier. Ça, j'aurais tendance à croire ça quand même. Parce que la l'Australie réfléchisse à comment faire venir des étudiants étrangers, etc. La Nouvelle-Zélande, c'est vraiment genre, non mais nous on est fermés. Nous c'est clos, de chez clos, vous rentrez pas quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas. Ce que je peux vous indiquer, c'est que, alors il y a plusieurs choses que je peux dire qui pourraient faire office de conclusion, sauf si on a une nouvelle question qui arrive, vu que c'était la dernière. Une fois par semaine, généralement le jeudi, on fait sur notre compte Instagram PVTiste avec un S, un point Covid, qui, en gros, liste les actualités des 7 derniers jours depuis le point Covid de la semaine d'avant. Donc, ça peut être une bonne chose à suivre une fois par semaine pour voir s'il y a eu des petites actualités pour la Nouvelle-Zélande. Également, on fait régulièrement, on va faire une pause à la période de Noël, mais cette semaine, en l'occurrence demain midi, et la semaine prochaine avec Marie, on va faire un Instagram live, je sais pas si ça s'appelle comme ça, un live en direct, comme là, question-réponse, voilà, mais sur tout le PVT, Covid, pas Covid, quelle que soit la destination. Donc, si demain vous avez une autre question qui vous vient, n'hésitez pas à passer. Et surtout, je termine par le meilleur, on a mis en place une newsletter spéciale PVT Nouvelle-Zélande pour l'année 2021. C'est-à-dire qu'on ne vous enverra des emails que quand il y aura une actualité. Réouverture des frontières, réouverture des demandes, je sais pas, mise en place d'une procédure de remboursement ou si la date d'entrée dans le pays est repoussée. On vous enverra un email, donc je vous invite vivement à vous y inscrire. On va pas vous spammer parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'actualité pour la Nouvelle-Zélande. Le premier mail soit dans 6 mois, mais au moins vous verrez, vous aurez un email s'il y a quelque chose de notable qui concerne la Nouvelle-Zélande, donc ça peut être une bonne chose pour vous. Voilà. Et il y a l'article Covid-19, la situation des PVTistes qui est régulièrement mis à jour aussi. Exactement. Et notre dossier, voilà, Covid-19, je pense qu'on a dû le mettre à jour 1000 fois depuis le mois de mars, à peu près. Ouais. C'est ce que je me disais 1000 fois, ouais, c'est possible. Facilement 1000 fois. C'est logique.
C'est ça, et ça récapitule justement un peu tout ça. Donc en fait, disons que si vous nous suivez sur nos réseaux, quels qu'ils soient, hein, la page Facebook sur laquelle vous êtes, Instagram, même Twitter, et sur PVT directement, qui est disponible en app, vous avez toutes ces infos devant les yeux. Donc je pense que c'est là qu'on va s'arrêter puisqu'il n'y a plus d'autres questions. Je vous remercie beaucoup. On vous remercie beaucoup pour votre présence, pour vos questions. Merci Anne-Lise pour nous avoir aidé à faire le tri de tout, enfin à nous mettre toutes les questions au fur et à mesure. Exactement, merci Anne-Lise. Et puis, on espère que ça vous a été utile malgré le fait qu'on vous a plusieurs fois répondu, on ne sait pas. Bon, il y a des choses qu'on savait quand même, donc on espère que ce sera intéressant. Alice, tu demandes pour la newsletter, on va vous mettre un lien, je pense que ouais, ça a été mis il y a 1 minute ou 2 là sur en commentaire de la vidéo. Le lien vers la newsletter, tu devrais le trouver. Donc voilà, on espère que ça vous a été utile. On vous retrouve prochainement, je crois que dans 2 jours, si je dis pas de bêtises, le live sur pvtis.net sur Facebook, ce sera comment enchaîner 2 PVT, les petites techniques à connaître. Ce sera un live assez court, je pense. Et la semaine prochaine, on va faire un live, si je dis pas de bêtises, c'est le 16. Non, je suis pas sûre que ce soit le 16, mais bon, ce sera sur Oser partir en PVT. Vous pouvez retrouver ça dans notre article événement PVTis 2020. Ce sera une séance d'infos plus pas coaching mais motivation sur si vous avez peur de partir en PVT. Comme je disais l'autre fois, je vais essayer de casser vos arguments pour en trouver des meilleurs, pour que quand tout ça rouvre, vous lanciez vraiment dans l'aventure PVT. Et si vous êtes du genre à voir des signes partout, du genre il y a eu le Covid, c'est un signe, je dois pas partir en Nouvelle-Zélande. N'écoutez pas les signes, c'est pas vrai. Le jour de partir en PVT en Australie, j'ai paumé mon passeport. Enfin, j'ai tellement cru que c'était un signe, genre mais voilà, je dois pas partir et tout. J'ai perdu mon billet d'avion, c'était un carnage. Et en fait, c'était la meilleure année de ma vie. Donc ne voyez pas des signes où il y en a pas. Faites votre PVT si c'est un rêve, vraiment vous le regretterez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre un peu partout sur les réseaux sociaux et on vous retrouve prochainement ici ou là pour des lives, des Facebook lives, des points Covid. Et puis bien sûr, il y a le guide des PVTistes en Nouvelle-Zélande que vous pouvez télécharger gratuitement sur PVTistes dans l'onglet Info pratique que Marie a rédigé. Et il est gratuit. Il est gratuit. Il fait, je crois, 400 pages illustrées, je vous rassure. Il y a plein d'infos. De quoi profiter de cette période où vous pouvez pas partir pour justement préparer votre PVT. Voilà. Je m'arrête là. Je pense que c'est parfait. C'est bon? Ouais. Merci à tous. Bonne soirée. Merci de nous avoir suivis et on vous retrouve très vite. Bonne soirée. Salut.